de nouvelles richesses, par Alors, exemple? les types de nouvelles richesses, vous voyez, le Niger est un pays qui est entouré de pays riches. Tout en étant le plus pauvre du monde, il a les pays les plus riches. Par conséquent, ouvrir les portes du Niger dans le cadre du PPP, c'est-à-dire la participation publique-privée, permettre à des investisseurs privés d'intervenir de façon massive au Niger est une nouvelle richesse qu'il faut exploiter, notamment avec nos principaux voisins, qui sont le Nigeria et l'Algérie. Est-ce que le cadre est favorable pour attirer ces investisseurs? Eh bien oui, je peux vous assurer que le cadre est favorable, mais il faut encore l'améliorer. Et effectivement, vous touchez du doigt le problème. Il s'agit avant tout de créer un environnement qui est favorable aux investisseurs. Et cet environnement se résume dans la triptyque sécurité, démocratie et bonne gouvernance. Il faut par conséquent sécuriser le pays, son territoire, les hommes, mais surtout également sécuriser les investisseurs. En particulier lutter contre la corruption et l'impunité. Et en même temps, établir des lois qui favorisent les investissements privés. Mais dans quel secteur d'activité pensez-vous qu'il faille investir et attirer les investisseurs quand on connaît également le pouvoir d'achat des Nigériens qui est assez faible pour l'instant? Écoutez, d'abord dans le domaine minier. Dans le domaine minier, vous savez, le sous-sol nigérien est un scandale géologique. En particulier, nous possédons de l'or, qui est une richesse palpable et que l'on peut mobiliser très rapidement. Les découvertes récentes qui ont été faites dans le nord du pays et qui font actuellement l'effet que vous connaissez peut-être, l'objet d'une véritable ruée vers l'or de beaucoup de pays, y compris de pays très éloignés du Niger. Et c'est la preuve que le Niger peut rapidement s'organiser pour exploiter de l'or et obtenir, n'est-ce pas, une nouvelle richesse. Donc vous trouvez, parce que justement vous parlez de nouveautés, vous trouvez que l'or est une nouvelle richesse? Peut-être une nouvelle richesse au Niger. Peut-être. Oui. Il n'est pas encore. On va revenir un peu sur le processus électoral. Comment l'avez-vous vécu? Bon, le processus électoral, comme vous le dites, parlons du processus. Alors, le processus électoral, il comprend d'abord le recensement, l'établissement du fichier électoral, puis ensuite, une fois que ce fichier est établi, il faut afficher pour pouvoir effectuer un contrôle et permettre d'abord à ceux qui n'ont pas été recensés de l'être, et deuxièmement de corriger les erreurs. Troisième étape, la distribution des cartes. Alors, je viens de l'intérieur du pays, comme je vous l'ai dit, et actuellement j'ai constaté avec inquiétude, que celle des populations, deux choses. Il y a beaucoup de populations, une bonne partie n'a pas été recensée. Deuxièmement, parmi ceux qui ont été recensés, beaucoup n'ont pas pu accéder à leur carte. Donc ce sont des personnes qui ne pourront pas voter le 21 février. C'est des personnes qui ne pourront pas voter. Et je crains fort que ça soit dans une proportion quand même suffisamment importante pour avoir une influence légitime ou pas sur les élections. Et avez-vous des informations sur les raisons qui auraient justement empêché ces populations d'obtenir leur carte d'électeur? Écoutez, je suis allé dans le cadre de la campagne dans des dizaines de villages. Et dans tous les villages que j'ai visités, il y a ce problème de carte. Il y a un véritable désordre. Les gens n'arrivent pas à retrouver leur carte. Même quand ils les retrouvent, c'est dans des quantités qui voisinent souvent les 50%, pas au-delà. Alors, je n'ai pas de solution à cela. Tout le monde s'acharne. Et les partis en particulier, mon parti, les cadres de mon parti, aident les militants à rechercher leur carte. Vous retrouvez ainsi des cartes d'une commune, dans des communes très éloignées, qui ne sont même pas souvent dans le même département. Alors, les partis, les populations s'organisent comme elles peuvent
pour obtenir les élections, leurs cartes d'ici les élections. Donc mais vous dénoncez le manque d'organisation de la CENI. Je dénonce ce problème qui m'inquiète beaucoup. Et vous l'avez saisi, la CENI? Nous avons saisi la CENI locale, absolument. Et un autre point qui suscite la polémique actuellement, c'est le vote par témoignage. Oui. Est-ce qu'il vous préoccupe également? Est-ce que cette situation vous préoccupe? Le fait qu'une personne qui ne soit pas en possession de sa carte d'électeur puisse se rendre dans un bureau de vote et être reconnue via témoignage de plusieurs personnes? Oui, c'est une question que je connais très bien, puisque j'ai organisé les premières élections démocratiques ici. Et le vote par témoignage a été institué un peu à cette période-là, pour la première fois. Bon, ce sont nos traditions. Au Niger, très peu de personnes possèdent des cartes d'identité ou des passeports. Lorsque je suis passé en campagne, il m'est arrivé, lors des meetings, de demander à ceux qui possèdent une carte d'identité ou un passeport ou un permis de conduire de lever la main. Eh bien, souvent, il n'y a pas un seul doigt en l'air. Par conséquent, le rétablissement du vote par témoignage relève de notre tradition de transition des élections démocratiques dans lesquelles nous nous trouvons. Bon, mais pourtant, l'opposition dénonce justement le fait que cela puisse entraîner un certain nombre de fraudes. Écoutez, je crois qu'il y a un petit cafouillage. Alors, la loi sur le code électoral actuellement existante ne le prévoit pas. Je ne sais pas d'où ça vient, ce qui est malheureux. Certainement, la loi actuelle a été conçue pour le vote biométrique. Puis, chemin faisant, en faute de temps, nous avons abandonné la méthode biométrique pour revenir sur le classique, le traditionnel. Mais malheureusement, en temps, la loi n'a pas été mise à jour. Elle n'a pas été mise en concordance avec ce que l'on veut faire. Voilà le problème. Alors, de deux choses l'une, soit on applique la loi, ceux qui disent qu'il faut appliquer la loi n'ont pas tort, soit si on applique la loi en ce moment, il y a 80% des Nigériens qui ne pourront pas voter. 80%? 80% des Nigériens ne pourront pas voter. Et en ce moment, alors, il faut trouver une solution, et la seule solution, c'est peut-être un consensus basé sur la tradition, car il faut bien que les élections aient lieu. Et vous ne craignez pas que cela entraîne des fraudes? Écoutez, les fraudes peuvent avoir lieu dans toutes les circonstances. Ça, nous savons que le vote par témoignage est une source de fraude, mais les partis doivent s'organiser pour avoir des délégués dans les bureaux de vote pour minimiser, n'est-ce pas, ce problème de fraude. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Et on ne peut pas empêcher aux Nigériens de voter. Et on ne peut pas les faire voter par la loi qui est actuellement en vigueur. Et je trouve que c'est un bon compromis que le fait qu'on puisse aller voter par témoignage. Puisque vous nous dites 80% des électeurs, donc, oui. Certains évoquent le chiffre de d'1,5 million à peu près Nigériens qui seraient concernés par... Je ne connais pas le chiffre lui-même, mais les statistiques qui avaient été établies à ma connaissance, aussi bien par la CENI en 2011 que par les délégués de l'Union européenne, confirment bien ce chiffre de 80%. Quand vous rajoutez les Nigériens qui sont par témoignage, qui n'ont aucune pièce d'identité, plus ceux qui votent à l'aide des cartes de famille ou des livrets de famille qui, eux, à leur tour, nécessitent un témoignage. Les deux cumulés, au fond, n'est-ce pas, quand même un pourcentage très important de Nigériens qui votent à l'aide du témoignage. Donc vous n'êtes pas contre. On va passer à présent à votre programme de campagne. Il était question juste avant, dans le débat précédent, de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Les représentants des candidats ont chacun proposé des manières alternatives de lutter contre le terrorisme. Quelle est la vôtre de manière de lutter efficacement contre le terrorisme et d'accentuer, d'améliorer la sécurité? Écoutez, c'est tout à fait clair. Il faut absolument sécuriser le pays, il
faut sécuriser notre pays, il faut sécuriser toute notre zone. Le problème de sécurité est un problème global. N'importe qui peut se trouver n'importe où. Par conséquent, il faut vraiment se mettre ensemble. Alors, moi je rajoute que les problèmes de lutte contre le terrorisme doivent être étudiés vraiment de façon plurielle. Il ne doit plus être des questions seulement militaires. Qu'est-ce que vous envisagez d'autre? Alors, je crois que le problème du renseignement est extrêmement important. C'est un problème qu'il faut résoudre par l'anticipation. Il faut également, dans l'anticipation, vous avez la formation et l'éducation. C'est extrêmement important. Et ensuite, il faut échanger. Il faut que les différents pays concernés s'échangent les informations. Quand vous dites la formation et l'éducation, vous faites référence à qui? Ben, écoutez, je fais référence à Boko Haram. Boko Haram forme ces intervenants depuis l'école, qui est l'école coranique. Donc, c'est au niveau déjà de la famille qu'il faudrait intervenir. Par contre, non, c'est vraiment au cœur de l'éducation et de la culture qu'il faut intervenir dès le bas âge pour vraiment enlever dans la tête et le cœur des hommes et des enfants, n'est-ce pas, l'esprit de violence, l'esprit du terrorisme. Ça me paraît très important et je n'ai pas eu le sentiment que cet aspect-là a été vraiment imposé sur la table. Il ne faut pas l'occulter. Mais on se rend compte aussi que Boko Haram et d'autres cellules terroristes aussi recrutent des personnes qui parfois ont été pacifiques durant de longues années et qui sont endoctrinées au moment où ces personnes-là sont le plus vulnérables. Et notamment, parfois il s'agit de questions uniquement financières, hein, la pauvreté. Alors, parmi les causes du terrorisme et les domaines où nous devons intervenir, je vois l'aspect militaire, l'aspect de renseignement, l'aspect d'éducation et de culture, l'aspect de développement. La pauvreté peut pousser à tout. Ensuite, l'aspect coopération. Et enfin, l'intervention de façon appropriée. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'utilisation massive des militaires est un peu dépassée. Il ne s'agit pas de guerre entre les pays. C'est un peu à la napoléonienne. Il faut s'adapter, n'est-ce pas, comme on dit, au mal, puisqu'il s'agit d'identifier et puis de faire des interventions ciblées et d'anéantir. Il faudrait donc développer des modes et des moyens d'intervention adaptés, appropriés. Par conséquent, c'est pour cela que je dis, en intervenant avec un éventail, n'est-ce pas, de moyens, de solutions, on peut arriver quand même à circonscrire le mal. Toutefois, moi je pense qu'il ne faut pas trop s'accrocher, il ne faut pas trop se fixer sur le problème du terrorisme dans les sociétés. C'est important, il faut s'en occuper, mais il ne faut pas se dire que le monde actuel doit s'occuper du terrorisme. Il ne faut pas également se dire qu'il n'y a que terrorisme, 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 nous ne devons rien faire. Non, non, le monde doit continuer à évoluer. Le développement doit continuer à se faire. On doit s'occuper un peu de tout le monde, notamment des plus fragiles. Parce que c'est une menace régionale, sous-régionale et régionale, et voire au-delà. Mais quand vous dites coopération, accentuer la coopération, vous pensez à qui exactement? Mais je pense à la coopération entre les services des États qui luttent contre le terrorisme. Donc accentuer la coopération avec la France, par exemple? Mais bien sûr, la France, pas seulement la France, le monde entier. Je vous dis que c'est un problème global. Aujourd'hui, investir dans le domaine du terrorisme pour l'Amérique, pour la France, etc., c'est investir pour eux-mêmes. Car n'importe qui peut se trouver, un Français, un Américain ou un Anglais peut se trouver n'importe où. Il peut se trouver au Niger, il peut se trouver au Tchad, il peut se trouver
au Bangladesh, etc. Donc là, cette coopération en matière de sécurité, elle doit être globale et obligatoire. Il faut vraiment se mettre ensemble pour vraiment réfléchir et voir comment sécuriser le monde. C'est très important. Certains de nos invités sur ce plateau semblaient remettre en doute et en question les intentions cachées parfois, justement, des alliés auxquels on peut faire référence en la matière. Je ne sais pas mon sentiment. Simplement, c'est le niveau, le niveau de perception, le niveau de réception du problème du tourisme qui change. Lorsque, par exemple, dans un pays comme le nôtre, à un moment donné, on peut estimer que le niveau du danger est à un tel X, par exemple, le même niveau n'est pas perçu de la même façon en France, aux États-Unis, etc. Si vous voulez, la sensibilité, n'est-ce pas, à la menace terroriste n'est pas la même. Et la raison pour laquelle on conseille un peu cette démarche à plusieurs niveaux entre les pays. Je crois que c'est dû simplement à des préoccupations qui ne sont pas les mêmes. Et vous pensez que les bases militaires étrangères doivent être maintenues, installées au Niger doivent être maintenues durant les années à venir? Je n'ai pas parlé de bases militaires. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne pense pas et je ne crois plus à des interventions militaires massives. Ça, c'est dépassé. Mobiliser des milliers et des milliers de militaires pour lutter contre le terrorisme, je ne sais pas si ça a une grande vraiment efficacité. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller lutter contre des armées visibles, égales à égales. En cas de guerre entre deux pays, ça se comprendrait. Mais lutter contre le terrorisme nécessite, à mon avis, les approches que je vous ai indiquées tout à l'heure. Donc, dans le cas d'espèce, ne plus opter pour cette solution, alors, de base militaire installée au Niger? Ben, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes-vous sûr qu'il y a des bases militaires installées au Niger? Ah, vous ne pensez pas que vous n'êtes pas au courant du fait que, par exemple, il y ait des forces françaises installées au Niger? J'ai entendu dire qu'il y a des forces, mais vous savez, lorsqu'une base militaire est installée, bon, on doit quand même le savoir officiellement. Mais je ne pense pas qu'on ait déclaré officiellement l'installation des bases militaires étrangères au Niger. Écoutez, on va passer à d'autres thèmes qui, justement, font aussi partie des programmes de campagne des différents candidats. En l'occurrence, la question des défis démographiques à résoudre au Niger. Très bien. On le sait, la démographie est élevée, le taux de fécondité est élevé également au Niger. À chaque candidat, la même question est posée. Est-ce que vous pensez qu'il faut trouver des mécanismes pour pousser, pour permettre à ce taux d'être baissé dans les années à venir? Oui, je pense que nous sommes dans une transition démographique. La courbe, pour le moment, elle monte, mais très rapidement, elle va s'infléchir vers une asymptote. C'est une question simplement de niveau de développement. Pour l'instant, c'est préoccupant parce que le pays n'a pas de richesse suffisante, n'a pas de revenus suffisants qui permettent de produire un taux de croissance élevé pour un peu compenser le taux de progression démocratique. Mais ça va s'infléchir avec l'urbanisation qui est en train de se faire, avec le niveau d'instruction et, espérons-le, avec quand même le développement, le taux démographique, à mon avis, dans les années à venir, va tendre vers une évolution acceptable. Parce que certains le disaient il y a 5 ans également, et pourtant, justement, le Niger... Mais il y a 5 ans, le Niger reste toujours pauvre, et tout reste le dernier des derniers. Si vous voulez, il n'y a pas eu un développement qui puisse permettre, n'est-ce pas, aux populations nigériennes d'atteindre un seuil où vraiment il y a un instinct de vivre, un instinct de développement proche de ce qui se passe ailleurs et où on inciterait les Nigériens un peu à freiner eux-mêmes, pas freiner, à réguler eux-mêmes leur propre naissance, dans leur
voyez. Donc Moi, vous ne prévoyez pas de inquiet. programme particulier? Je ne prévois pas de programme particulier. Ce qu'il faut faire, il faut faire la politique de développement avec des réalités. Et ça, c'est notre réalité. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt de produire de nouvelles richesses. Ce qu'il faut faire, c'est de faire des investissements massifs pour avoir un taux de croissance élevé, de manière à ce que le secteur social, notamment les écoles, l'éducation, puisse être à la hauteur où ils peuvent intervenir et influencer justement ce taux de naissance important dans certaines régions de notre pays. Et la démographie est forcément liée justement à la jeunesse, cette jeunesse du Niger, en matière d'emploi, d'accès à l'emploi, d'accès à la formation professionnelle. On a noté un certain nombre de lacunes. Avez-vous prévu dans votre programme de pouvoir répondre justement aux attentes de ces jeunes qui sont parfois formés mais mal formés, qui n'ont pas les diplômes nécessaires pour pouvoir intégrer des entreprises du privé? Tout à fait, madame, c'est en bonne place dans mon programme, la réforme de l'école. Vous savez, l'école nigérienne est une école encore coloniale. L'école, on enseigne l'école comme on le faisait à mon temps, c'est-à-dire avant l'indépendance. Or, le système a été revu une fois en France qu'il a laissé. Par conséquent, il faut réformer l'école qui actuellement produit des diplômes, simplement des parchemins qui ne sont pas employables immédiatement. Il faut faire une école où on privilégie la formation professionnelle et où on privilégie également la formation des cadres employables, directement employables. La formation professionnelle vers quel secteur, par exemple? Oh, dans tous les secteurs. Pour moi, la formation professionnelle, ce n'est pas l'aspect seulement classique du problème. On forme des spécialisations, par exemple, des électriciens, des plombiers. Non, ce n'est pas ça seulement. Même dans un cursus universitaire normal, il faudrait qu'à chaque niveau, on puisse faire de la formation pratique. Hein. Que les médecins soient à tout moment des médecins pratiques, que les ingénieurs soient pratiques, que les agronomes soient pratiques. Ce qui n'est pas le cas. La formation, pour le moment, elle est plutôt académique. Donc, pour moi, la formation doit intégrer un élément professionnel dans tous les secteurs de formation et à tous les niveaux d'études. C'est extrêmement important pour nous. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Je voudrais que vous regardiez la caméra qui se trouve juste derrière moi et que vous adressiez un message aux électeurs, aux Nigériens même en général, à l'approche de cette grande journée de vote le 21 février prochain. Eh bien, mes chers compatriotes, j'ai eu l'honneur à l'occasion de cette campagne de vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Vous avez écouté mon message. Le Niger est un pays pauvre. Il faut créer absolument des richesses. Mais pour créer ces richesses, il faut créer un environnement favorable aux investissements. Il faut que vous vous ouvrir aux autres. Il faut ouvrir le Niger à tous les privés en particulier qui peuvent amener des fonds dans notre pays et venir investir et créer des richesses, créer des emplois. Il faut également sécuriser notre pays et en particulier sécuriser le domaine public. Notre administration doit se remettre au travail et nous devons lutter contre l'impunité, contre la corruption. Telles sont, à mon avis, les conditions minimales, essentielles pour entamer un autre développement. Nous avons proposé une nouvelle façon de faire le développement en indiquant des méthodes et des voies innovantes. Eh bien, si vous êtes d'accord avec moi que ce Niger souhaitable est possible, eh bien, votez pour moi et tout changera.
Merci à vous. Merci. Chefo Amadou rappelle que vous êtes candidat du RSD Gasquilla à l'élection présidentielle du 21 février prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis en direct de Niamey. On se retrouve à 21h15 à 19h30 GMT, ce vendredi pour une autre émission spéciale en direct de Niamey qui aura pour thème État de droit, stabilité politique et rôle de l'armée au Niger. Pour l'heure, je vous laisse en compagnie de Thierry Ngogang pour le débriefing des experts. À bientôt.